4 avril 2025. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. Comme d'habitude, vous êtes branchés sur Gandhi Malian TV. L'émission, c'est Les mots de Michael. Une émission qui a lieu chaque vendredi, ou en tout cas, chaque 2 vendredis du mois. C'est-à-dire, souvent, nous laissons un vendredi, mais le vendredi d'après, nous sommes en émission. Ça dépend aussi de la disponibilité de notre expert sur des questions concernant la géopolitique, la géostratégie de la Russie et les liens entre la Russie et d'autres pays. Et il s'appelle Michael. Il est avec nous en direct. Ce n'est ni le premier ni le second numéro. Ça fait plusieurs fois, Michael est un habitué. Vous le connaissez déjà sans doute. Il est très doué dans des analyses sur des questions qui concernent la Russie et ses partenaires, voire la Russie et ses rivaux. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler du voyage des 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES en Russie, à Moscou. Ils ont répondu à l'invitation de leur homologue, son Excellence Sergei Lavrov. C'était pour planter le décor, discuter et renforcer encore ce cadre formel qui existait déjà entre l'AES et la Russie, sur le volet diplomatique. Ils ont été pour comprendre les enjeux de ce voyage, comment ça a été organisé, comment ça s'est déroulé, à quoi s'attendre. Pour découvrir tout ça, pour assouvir la soif de notre curiosité, avoir les bonnes réponses, nous comptons sur l'aide de l'expertise de Michael. Michael, salutations à vous. Bonsoir, Général. Bonsoir, l'équipe de Gandhi Malian. Et bonsoir, chère audience de l'Afrique et de tout le monde libre et multipolaire. Comme toujours, c'est un plaisir de me retrouver sur plateau de Gandhi Malian pour parler des actualités les plus pertinentes de la Russie, de l'Afrique et du monde entier. Effectivement, nous avons un sujet très intéressant. Aujourd'hui, c'est la visite des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel à Moscou sur l'invitation de leur homologue russe, Sergei Lavrov, euh, sans utiliser de grands mots. On peut dire que c'est une page historique marquant le nouvel élan des relations des États sahéliens et de la Fédération de Russie. Je crois que nous avons beaucoup de choses à discuter ce soir. Merci, Michael, merci beaucoup. D'emblée, vous-même, vous avez déjà jeté les bases de la présente émission. Michael, 3 ministres de l'AES qui se déplacent à Moscou, avec les drapeaux de l'AES affichés, et puis non seulement affichés, mais annoncés, commentés aussi, les drapeaux de l'AES. Comment voyez-vous ce voyage de ces 3 ministres à Moscou? Effectivement, comme je viens d'évoquer cela lors de la présentation de notre émission, c'est une visite historique. C'est pour la première fois que nous avons eu cette visite officielle des 3 ministres, de tous les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à Moscou. C'est une visite qui a été effectuée sur l'invitation de notre ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Effectivement, comme cela a été évoqué par le ministre Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali,
la Russie a été le premier pays, le premier État qui a reconnu l'alliance à peu près une semaine après la création de cette alliance. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire que le drapeau officiel de l'Alliance a été démontré, a été utilisé lors d'une cérémonie officielle en dehors de l'Alliance des États du Sahel. Donc, même du point de vue des symboles de cette nouvelle confédération, on peut dire que c'est une visite historique. Si on parle des détails, des contenus de cette visite, de ces pourparlers, consultations, on peut dire aussi que ça établit un nouveau cadre de travail commun entre la Russie et l'Alliance, parce que auparavant, nous avons eu des consultations bilatérales, mais dès hier, dès aujourd'hui, nous avons le cadre des relations multilatérales, quadrilatérales, où chaque membre de l'Alliance des États du Sahel prend sa part, prend ses paroles et s'exprime pas seulement au nom de l'État qu'il représente, mais il s'exprime également au nom de tous les peuples, de tous les gens qui habitent le territoire des États membres de l'Alliance du Sahel. Merci, Michael. Ce qui nous conduit d'ailleurs à notre deuxième question, avant de connaître les grandes décisions qui ont été véritablement discutées. Euh, Lors d'une telle conférence, une telle rencontre, nous sommes curieux parce que nous avons assisté de loin. Vous êtes à Moscou et vous avez accès à beaucoup de médias à Moscou là-bas. Comment avez-vous trouvé l'ambiance, l'atmosphère même de la rencontre? Et c'était vraiment des gens qui se retrouvaient en famille, des gens qui se retrouvaient en toute confiance, ou si c'était un peu comme lors des sommets du bloc occidental, souvent où les gens sont méfiés, où il y a beaucoup de coulisses et autres. Comment a été l'atmosphère? Comment vous avez trouvé les ministres là épanouis? Comment étaient-ils sereins? Comment vous les avez trouvés? Euh, je peux dire que l'ambiance a été parfaite. Notre correspondant a visité cet événement pour rapporter à nos lecteurs les dernières informations en marge de ces consultations pour vous un peu dresser l'image, les cadres de cette réunion. Je peux dire que avant les consultations avec Monsieur Lavrov, les trois ministres sahéliens ont eu une réunion préparatoire donc, on leur a donné du temps, euh, de l'espace, des moyens
à se préparer pour cette réunion avec le ministre des Affaires étrangères russe. Donc, ça déjà, laisser les gens se parler sans des représentants de l'autre partie, je crois, ça donne déjà à comprendre à quel niveau nous parlons des relations euh, intimes, profondes et des relations de confiance entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel. En ce qui concerne la partie russe, cette réunion a été euh, attendue avec un- un- beaucoup d'espoir pour euh, approfondir les relations sur tous les niveaux et de vraiment établir les relations formelles, les relations stratégiques avec cette nouvelle confédération qui est née et qui continue à hum, hum, à accroître sur tous les plans, que ce soit sur le plan de sécurité, de l'économie, de l'éducation, de commerce. Euh, Ça, ce sont des attentes et lors de la réunion elle-même, encore une fois, c'est entre amis qu'on fait de tels commentaires. Monsieur Lavrov a commenté sur le drapeau officiel de l'Alliance des États du Sahel euh, en disant qu'il est joli, qu'il démontre vraiment la réconciliation des tous les peuples habitant la région, comme Baobab est le symbole de réconciliation dans l'Afrique d'Ouest. Il a aussi traité la formation de l'Alliance d'une preuve du deuxième réveil d'Afrique. Monsieur Lavrov a vu la création de confédération d'États du Sahel comme un effort et un effort viable et fiable pour développer une nouvelle architecture de sécurité en Afrique. On peut y ajouter une nouvelle architecture d'économie et de commerce aussi. Donc, on a constaté aussi que ces consultations, ces réunions vont être annuelles, ce qui donne à comprendre que les consultations ont eu beaucoup de succès et s'est avéré utile pour toutes les parties. Donc, vraiment, je pense qu'au niveau de l'ambiance, c'était très amical, c'était chaleureux, c'était efficace. Oui, Megan, vous avez bien développé cette partie. Euh, mais de toutes les grandes décisions que nous avons, qui sont sorties de cette conférence, des ministres des Affaires étrangères de l'Est et de leurs homologues russes,
Il est question surtout de renforcer, que la Russie va renforcer davantage son soutien militaire aux pays de l'Est, et précisément aussi, principalement, le Mali. Or, nous savons que l'autre jour, par exemple, le Mali a perdu un drone au niveau de la localité de Tinzawaten. Et pour vous, quelles peuvent être les formes de ce soutien? Ou bien quelles sont d'autres décisions aussi qui ont été sorties, qui sont sorties de cette rencontre? Si on parle des décisions au niveau dans le secteur de sécurité, dans le secteur militaire, la Russie a constaté la coopération fructueuse avec les pays d'Alliance du Sahel. C'était Monsieur Sangaré, le ministre des Affaires étrangères du Niger, qui a dit que son pays est prêt à accueillir plus de spécialistes militaires russes, ce qui, je crois, donne à comprendre que la coopération euh, se déroule avec succès et que il y a il y a l'intérêt à augmenter et approfondir cette coopération. Bien sûr, cela concerne tous les trois pays qui font partie de l'Alliance des États du Sahel. On peut lire ça dans dans le communiqué officiel issu après la terminaison des consultations dans laquelle les deux parties, la sahélienne et la russe, se sont convenus d'établir la coopération stratégique dans le domaine de sécurité et dans le domaine militaire, comme la Russie a été euh, a été un élément crucial pour la stabilisation de situation dans, dans le Sahel et elle continue à être cet élément important. Sa contribution reste très importante dans le maintien du paix dans la région. Les ministres sahéliens ont remercié la Russie pour sa participation, pour sa contribution. Et en revanche, la partie russe euh, a présenté sa gratitude Ok, Michael. euh, fort dans la stabilisation de la région et dans la création de cette alliance qui est devenu le modèle viable, fiable de sécurisation de la situation dans la région. Oui. Michael, est-ce qu'il y a encore d'autres décisions fortes
qui ont été prises lors de cette réunion? Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Euh, oui, il y en a. Si on revient sur les décisions de cette réunion, on a confirmé l'ouverture de l'ambassade russe au Niger en 2025. C'était le ministre des Affaires étrangères nigérien qui a traité la clôture des deux ambassades, de l'ambassade nigérienne en Russie et de l'ambassade russe au Niger, d'échec euh, parce qu'il faut maintenir de bonnes relations avec un tel pays que la Russie est. Et donc, il a officiellement déclaré à la décision positive du gouvernement nigérien sur la réouverture de l'ambassade russe dans son pays. Et M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a confirmé cette intention et il a dit que très prochainement, cette année, nous allons avoir l'ambassade russe au Niger. Aussi, les trois ministres ont réaffirmé la volonté de créer les forces armées conjointes de l'Alliance qui vont permettre d'encore mieux sécuriser la situation dans la région. On a aussi vu les déclarations sur l'ouverture de banques confédérales d'AES. Les trois ministres ont annoncé l'ouverture de banques d'investissement dans les mois à venir pour financer le développement de cette confédération. Ça, je crois, est aussi une décision euh, importante si on va aller en dehors de décisions, mais aussi toucher sur les futures décisions, futures visites, les trois ministres ont déclaré que le président burkinabé, Ibrahim Traoré, va rejoindre Vladimir Poutine le 9 mai pour la célébration du jour de la victoire. Et ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a confirmé la visite officielle du président du pays, Dassimi Goïta, à Moscou pour parler avec le président russe. Aussi, nous avons vu euh, la synchronisation des positions sur plusieurs sujets. La Russie et l'AES se sont convenus de travail synchronisé au sein de l'ONU pour concerter leurs efforts. Abdoulaye Diop a aussi annoncé que le Mali considère l'Ukraine comme un État terroriste, puisque Kiev soutient les groupes terroristes au Sahel. Donc sur cela, les deux parties ont convenu de
concerter leurs efforts. Je peux le dire encore une fois que ce format des réunions quadripartites, Russie et les trois ministres de l'AES sera régulier et sera annuel. Oui, ça serait régulier et puis ça serait annuel, ce format, ce qui laisse entendre d'emblée, parce que vous avez aussi parlé de l'ambassade de la Russie qui va voir le jour au Niger. La rencontre sera régulière, hein. Donc, mais la prochaine rencontre, M. Lavrov, son Excellence a laissé entendre que ça sera en Afrique. Donc là, nous avons un cadre diplomatique qui est dorénavant formel, qu'on pourra entretenir très longtemps. Vous confirmez ça, Michael? Effectivement. Effectivement, vous avez raison. Si on va aller dans les détails, Monsieur Lavrov a déclaré que ce format est dorénavant régulier et que les réunions vont avoir lieu soit à Moscou, en Russie, soit à l'AES, ce qui nous donne à comprendre, à penser que l'année prochaine, peut-être le printemps ou l'été de 2026, cette réunion va être hébergée soit par Ouagadougou, soit par Bamako, soit par Niamey. Ok. Ah ouais. Miguel, l'AES, pour le moment, c'est trois pays. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de pays qui tapent à la porte de l'AES. Même si ces pays n'adhèrent pas à l'AES, mais peut-être qu'ils peuvent avoir, qui ont un statut, en tout cas une certaine coopération avec l'AES. Est-ce que vous pensez, vous en tant que peut-être expert du côté de la Russie, pensez-vous que c'est un format qu'on pourra élargir à d'autres pays africains, ou ce format restera uniquement Russie-AES? Je crois que la Russie offre beaucoup d'opportunités aux pays africains, à chaque pays africain de coopérer avec elle. Nous avons les forums économiques Russie-Afrique qu'on a eu en 2019, en 2023 et que nous allons avoir l'année prochaine en Afrique. L'octobre 2024, nous avons aussi vu les, la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Dans ce contexte de ces consultations AES Russie, nous parlons vraiment d'un partenariat privilégié que nous tenons cher. C'est pour ça que nous avons eu cette réunion, ces consultations qui ont été tenu à part d'autres événements, à part d'autres pays pour vraiment démontrer l'importance de ces relations, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour l'Alliance d'États du Sahel. Mais comme l'Alliance du Sahel n'est pas limité à rester seulement dans les frontières du Niger, de Burkina Faso et du Mali. Euh,
je suis sûr et certain que si un jour d'autres pays vont adhérer à cette confédération, nous allons voir plus de ministres, plus de pays participer dans de telles consultations. Peut-être un jour, nous allons voir la création, la formation d'une autre alliance, d'une autre confédération sur le sol africain. Mais pour aujourd'hui, euh, nous voyons ce partenariat privilégié avec l'AES et si l'AES va s'élargir, on va voir en plus des participants dans de telles consultations. Mais encore une fois, il existe vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup de cadres formels et informels euh, pour développer la coopération avec les pays africains pour la Russie. Oui, mais Miguel, même en dehors des pays africains qui peuvent se joindre au cadre, vous avez déjà évoqué qu'il y a plusieurs autres cadres entre la Russie et l'Afrique, et il y a plusieurs autres cadres. Mais est-ce que d'autres partenaires de la Russie aussi peuvent rejoindre, c'est-à-dire du côté de la Russie, cette fois-ci, pas du côté des pays de l'Est? Par exemple, nous savons que la Russie est presque une confédération avec la Biélorussie. Est-ce il faudrait s'attendre à voir la Biélorussie ou d'autres pays alliés de la Russie, comme l'Iran ou la Chine, dans un cadre beaucoup plus global avec les pays de l'AS? Donc, la Russie s'occupait et continue de s'occuper ces dernières années de la popularisation de l'Afrique dans le monde, parce que la Russie voit ce continent, ces pays, euh, pas comme en source simple des matières premières, des ressources humaines, mais elle le voit, ce continent africain, en tant que continent d'immenses opportunités des partenaires historiques et fiables qui ont un potentiel vraiment gigantesque euh, pour leur propre développement et ayant se développé, ils pourront offrir beaucoup de choses à la Russie et au monde entier. Donc, avec cette popularisation des relations économiques, diplomatiques, militaires avec Afrique, dont notre agence de presse a fait sa petite partie. Les autres pays ont également vu les opportunités, les potentiels des pays africains. Et c'est pour ça qu'ils essayent maintenant de vraiment trouver un moyen ou autre à s'implanter en Afrique. La Chine, par exemple, a été dans cette optique depuis quelques années également. C'est pour ça que la Chine est déjà un acteur économique assez considérable. En Afrique, nous voyons que l'Occident, surtout la France, la Grande-Bretagne,
L'Allemagne essaye de changer leurs approches pour ne pas être laissé dehors à ce continent, mais malheureusement, avec leur approche néocoloniale, ils n'arrivent vraiment pas de proposer quelque chose d'intéressant pour les peuples africains. Donc, si on parle de la coopération avec d'autres pays, la Russie ne voit rien de mauvais dans ça, comme la Russie et ses partenaires africains sont toujours dans l'optique de gagnant-gagnant. Euh, N'importe quelle coopération doit être bénéfique et lucratif à toutes les parties impliquées dans cette coopération. Par exemple, si nous parlons de Biélorussie, comme vous l'avez évoqué, il y a des entreprises biélorusses, notamment dans le domaine agroalimentaires qui sont présentes sur le marché africain et souvent elles sont dans la coopération avec les entreprises russes. Et encore une fois, on ne parle pas juste des matières premières et des ressources humaines dont l'Afrique possède. Il y a aussi un immense domaine de tourisme qui n'est pas encore développé en Afrique. Vraiment, on peut voir des milliers et des dizaines de milliers de touristes russes venir en Afrique après qu'on développe les lignes aériennes et l'infrastructure touristique. On parle aussi des sites industriels. On peut acheter les ressources traitées, on peut acheter les produits finaux qui vont être produits en Afrique. Donc là, vraiment, je crois que la Russie voit maintenant le continent africain hum, pas comme terra incognito, mais comme un, con- un continent. Excusez. Ok. Michael, euh, le Mali, Excusez, je vais... le Mali le Mali a traité officiellement à travers le porte-parole, son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires Mhm. étrangères du Mali et de la coopération internationale. Il a traité l'État ukrainien d'État terroriste parce que il justifie ça par le Effectivement. fait que l'Ukraine a aidé des terroristes à s'attaquer à l'armée malienne et l'Ukraine a revendiqué cela publiquement. Quelle analyse vous faites de cette déclaration du ministre des Affaires étrangères du Mali? Bon, on parle de ça depuis plusieurs années, même avant le commencement de l'opération euh, Spécial. militaire spéciale en 2022. Hum, c'est un régime qui a été mis en place pour être la crèche des terroristes, des, des extrémistes de toutes les sortes,
tous les types. Depuis plus d'une dizaine d'années, ils ont été utilisés pour attaquer la Russie, mais leurs maîtres occidentaux, surtout la Grande-Bretagne, la France, ils voyons que, et ils comprenons cela maintenant, que ce ressource des forces armées ukrainiennes, de tous ces bataillons néo-nazis, ils peuvent être utilisés ailleurs. Pourquoi seulement attaquer la Russie quand tu peux attaquer n'importe quel ennemi dans n'importe quel pays en utilisant ces voyous? C'est pour ça qu'ils ont ordonné au régime de Kiev de déployer quelques dizaines de spécialistes en Afrique, au Sahel, pour renforcer leurs autres projets. Ici, notamment, on parle du projet de déstabilisation des pays du Sahel, parce que c'est une région qui est également très riche en ressources naturelles. Donc, C'est tout simple comme ça. Et nous avons évoqué ça lors d'une autre émission, que dès que ce conflit en Ukraine va être terminé, leurs maîtres vont juste réorienter ces néo-nazis, ces terroristes, ces extrémistes vers d'autres destinations. Ils vont pas juste remettre leur fusil, oublier, tuer, massacrer la population civile. Ils vont pas faire ça. Ils vont juste les mettre en avion, en bateau et les envoyer dans d'autres endroits où ils ont besoin de ces tueurs, de ces voyous, de ce genre des spécialistes, si je peux mettre ça comme ça. ok. Michael, et une dernière question, peut-être pour terminer. Mais quand vous dites que, parce qu'on en a parlé lors d'une émission, effectivement, que après leur défaite en Ukraine, ils seront sans doute utilisés dans les pays du Sahel et dans d'autres pays. Pensez-vous que les Ukrainiens nazis sont des mercenaires, pas simplement idéologiques, mais des mercenaires qui visent à aller déstabiliser des endroits au nom des ressources naturelles pour des matières premières? Sont-ils dans un combat idéologique, c'est-à-dire ces voix des suprémacistes, ou c'est des gens qui sont réellement orientés dans des combats pour des intérêts économiques et financiers? Voyez-vous, ces gens, et là on parle pas seulement des Français, des Allemands, des Géorgiens, des Anglais, parce qu'il y a toutes les sortes des mercenaires, des néo-nazis en Ukraine. C'est juste que les mercenaires européens sont les dirigeants, les officiers pour les mercenaires ukrainiens. Euh, Ce sont pas les gens qui se battent pour des ressources naturelles ou pour quelques idéologies parce qu'ils ne vont pas toucher à ces ressources, à ces matières premières. Est-ce que vous pensez que un terroriste ukrainien ou un terroriste sahélien simple va avoir même la plus moindre, mais quelques parties dans les ressources sur le sol qu'ils essayent d'envahir ou qu'ils essayent de retenir? Non, ils vont pas, ils vont juste être salariés et c'est tout. Malheureusement,
Mercenariat, c'est un métier qui est plus ou moins bien rémunéré par les Occidentaux et c'est pour ça que les gens vont faire ça. Euh, de l'amour pour l'argent, pour le bien-être, parce qu'ils veulent toucher de l'argent très vite et relativement simplement, parce qu'ils sont des maniaques, des fous qui aiment tuer, qui aiment violer, qui aiment cambrioler les gens, peut-être par amour pour cela, mais ces gens, ces mercenaires, ne deviennent pas les mercenaires juste pour des raisons idéologiques ou quelques autres. Cette idéologie néo-naziste dont nous voyons beaucoup de acolytes en Ukraine, ils sont venus pas pour l'idéologie, mais pour le pouvoir que cette idéologie donne. Les mercenaires, les néo-nazis en Ukraine, ils possèdent du pouvoir immense. Ils, po- ils peuvent tuer n'importe qui. Ils peuvent cambrioler n'importe qui. Ils peuvent violer n'importe quelle femme ou homme. Malheureusement, ça existe aussi. Ah, mais ils sont dangereux. Ils sont très, très Ah, dangereux. donc, c'est pour ça qu'ils sont venus. Ok. Michael, quelle perception, quel regard portez-vous sur l'Afrique en général? Ça, c'est pour terminer. Quelle est votre perception de l'Afrique à ce rythme? Comment vont les choses? De votre regard depuis Moscou, comment voyez-vous l'Afrique? Euh, nous voyons l'Afrique, et moi personnellement, euh, en tant que continent du futur. Nous avons vu la révolution industrielle en Europe, en Amérique du Nord. Dans le XXe siècle, nous avons vu la même révolution, la même industrialisation en Asie, surtout en Asie sud-ouest. Le siècle, le 21e siècle, ça va être le siècle de l'Afrique. Nous voyons le deuxième réveil de l'Afrique du point de vue idéologique. Les pays africains demandent l'indépendance, demandent la souveraineté réelle, pas seulement déclarée par quelques documents, tandis que les forces d'occupation de la France, de Grande-Bretagne ou de quelque autre puissance coloniale restent sur place et continuent d'exploiter les ressources. C'est ça dont l'Afrique a besoin et c'est ça que l'Afrique demande aujourd'hui. Et sa voix ne cesse de s'accroître, de devenir de plus en plus forte. Cette année, nous allons voir pour la première fois le forum de groupe 20 en Afrique,
en Afrique du Sud, plus précisément, euh, ce qui donne encore une fois à comprendre la place importante de l'Afrique dans le monde. Et je crois que euh, l'Afrique, c'est l'Afrique qui va devenir l'usine mondiale dont on traite maintenant la Chine ou le Vietnam ou d'autres pays d'Asie sud-ouest. C'est l'Afrique qui va devenir l'usine mondiale et elle va fabriquer ses biens pas seulement pour exporter, mais bien sûr pour lui-même, parce que l'Afrique a d'immenses ressources naturelles, humaines, et elle a tous les moyens pour les bien gérer et les bien utiliser avec des partenariats mutuellement bénéfiques, fiables, les partenariats sur un pied d'égalité, tels qu'avec la Russie. Nous allons voir une Afrique que nous n'allons pas reconnaître. Nous, tout le monde, vraiment. C'est le continent du futur. Ça, c'est mon opinion personnelle et je crois que beaucoup d'autres experts, beaucoup d'autres gens qui s'y connaissent, qu'est-ce que c'est que l'Afrique, ils le comprennent. Ok, mais Michael, l'émission arrive à sa fin. Il est l'heure et nous n'avons que quelques secondes pour boucler. Nous vous remercions, cher Michael. Nous remercions le public du monde libre qui nous a suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.